et bienvenue sur Autopsie, la chaîne qui vous aide à mieux vous connaître pour mieux vous soigner. Je m'appelle Nina, je suis psychologue et j'aurais dû clairement me laver les cheveux. Je vais, comme je vous ai dit sur Insta, si vous ne me suivez pas sur Insta, suivez-moi, il y a le nom qui doit apparaître quelque part. Comme je vous ai dit sur Insta, moi les vacances pour moi c'est sacré. J'en ai vraiment besoin pour me ressourcer. Du coup, je pense que je vais couper durant 2 mois le tournage des vidéos. Mais par contre, aujourd'hui, je vais tourner en boucle plusieurs épisodes. Comme ça, vous allez pouvoir continuer à recevoir de l'info durant l'été. Et comme ça, on sera tous contents. Du coup, vous allez aussi me voir avec mon bouton durant tout l'été et avec mes cheveux que j'aurais très certainement dû laver. Bon, c'est un des moments dans la vie où il faut apprendre à lâcher prise, c'est pas grave. Par contre, pour la magie du montage, je vais changer de t-shirt et tout, et vous aurez l'impression que c'est une vidéo toute fraîche à chaque fois. On fait comme ça? Alors aujourd'hui, je vais faire la vidéo sur grandir, sur le fait d'apprendre, sur la zone du connu, sur les autoroutes aussi les autoroutes mentales, dont on avait déjà un peu parlé dans une autre vidéo, je vous mettrai le lien par là je crois. Et vous avez été nombreux à me demander la vidéo et je suis super contente de la faire parce que je pense que elle est absolument essentielle pour se comprendre et du coup pour avoir plus de prise sur soi-même. Je voulais aussi, avant de commencer la vidéo, juste vous dire à quel point je suis super touchée et émue de voir votre soutien, vos encouragements, ça me fait trop plaisir, vraiment. Ça fait que du coup je regrette pas du tout de m'être lancée là-dedans et ça c'est le meilleur sentiment. Alors on y va tout de suite. Première chose à comprendre, c'est qu'il y a 4 stades dans l'apprentissage. Il y a 4 phases quand on apprend quelque chose. Alors ça, moi je l'ai appris chez SSB, Se Sentir Bien, qui est le programme proposé par Esther Taïfet, dont je vous mettrai la chaîne en barre d'infos si vous êtes intéressé. Faut y aller, c'est une super chaîne de développement perso, franchement je vous renvoie vers elle sans hésitation. Ce qu'on nous a appris et que je trouve particulièrement pertinent, c'est que quand on est en train d'apprendre quelque chose, on passe par 4 phases. La première phase, c'est qu'on est inconsciemment incompétent. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Par exemple, si vous voulez apprendre à conduire, quand vous êtes petit à l'arrière de la voiture de vos parents, vous n'êtes pas conscient que vous ne savez pas conduire. Ça ne vous percute même pas que vous ne savez pas conduire. Ça c'est le premier stade. Deuxième stade de l'apprentissage, on est conscient qu'on ne sait pas. Du coup, on est consciemment incompétent. Ça, c'est quand on arrive à l'adolescence, qu'on aimerait apprendre à conduire, qu'on regarde nos parents et qu'on réalise en fait qu'on ne sait pas conduire. Donc ça, c'est consciemment incompétent. Ensuite arrive le moment où on s'inscrit à des cours d'auto-école et on commence à essayer, à s'entraîner, à comprendre comment fonctionne une voiture et comment on doit interagir avec. Et là, on devient consciemment compétent. Et personnellement, c'est là où j'en suis avec le permis de conduire. C'est-à-dire qu'on doit mettre beaucoup de conscience, beaucoup d'attention pour réussir à faire les choses, mais a priori, on arrive quand même à les faire petit à petit et de mieux en mieux. Et le 4e stade de l'apprentissage, c'est le stade auquel on essaye tous d'arriver dans les domaines où on s'entraîne et où on apprend, c'est qu'on devient inconsciemment compétent. Donc, comme j'imagine la plupart d'entre vous qui avez votre permis, vous arrivez à conduire sans mettre trop de conscience dedans. Donc vous n'êtes pas comme au début quand vous conduisiez et qu'il fallait penser absolument à voilà, il faut faire ça. Quand on passe de vitesse, il faut chipoter à l'embrayage. Ça se voit que j'ai pas mon permis. Il faut pas oublier de mettre le clignotant, etc. Il faut bien faire attention à tous les panneaux de signalisation, etc. Aujourd'hui, vous le faites, mais c'est devenu en fait un réflexe. Et même s'il arrive tout d'un coup quelque chose sur la route auquel vous n'étiez pas, auquel vous vous attendiez pas, le réflexe va prendre le dessus et vous allez, par exemple, vous arrêter s'il y a un ballon qui traverse la rue. Donc ça, c'est être inconsciemment compétent et c'est ce à quoi on essaye toujours d'arriver. Alors ce qui est intéressant avec ce modèle de compréhension de l'apprentissage, c'est que
c'est pas complètement divisé, c'est pas 1, 2, 3, 4. Comme il y a toujours avec les apprentissages, ça se superpose un petit peu, donc c'est pas juste un et puis l'autre, ça se superpose. Et aussi, on peut, dans une certaine mesure, à certains moments, revenir un petit peu en arrière. Je m'explique. Par exemple, vous conduisez super bien, vous êtes complètement inconsciemment compétent, donc ça coule de source pour vous, vous aimez conduire, etc. Et imaginons que tout d'un coup vous rentrez sur une côte et que du coup c'est une côte vraiment difficile, en plus la voiture est lourde, etc. Ben là vous allez switcher en consciemment compétent. Ça veut dire tout d'un coup vous allez dire ok, là c'est un peu plus challenging, il faut que je fasse un peu plus attention, comment je fais, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, voilà. Je sais pas si l'exemple de la voiture est le meilleur pour moi, vu que je conduis pas, peut-être que je vous donne pas exactement les bons exemples. Mais je vais vous donner un autre exemple qui me parle du coup plus, parce que c'est quelque chose que j'expérimente. La plupart des gens sont inconsciemment compétents dans le fait de sentir leur sensation de faim et de satiété. Et ils arrivent à s'arrêter de manger quand ils ont plus faim, et ils commencent à manger quand ils ont faim. C'est quelque chose de particulièrement spontané et naturel. Sauf que notre société étant ce qu'elle est, pour une grande partie d'entre nous, ce n'est plus le corps qui va nous dire quand est-ce qu'on a faim et quand est-ce qu'on a plus faim. C'est notre cerveau qui va nous dire quand est-ce qu'on a le droit de manger et jusqu'où est-ce qu'on a le droit de manger. Et du coup, ça devient hyper intellectualisant, quelque chose qui de base est quand même vachement corporel, vachement dans les sensations. De nouveau, je ne suis pas en train de couper les deux, votre cerveau est dans votre corps, hein. Donc tout est toujours en interaction, mais c'est pour mieux comprendre et pour essayer un petit peu d'avoir prise sur ce qui se passe et sur ce qu'on dit. Et donc, en gros, il y a des moments, il y a des gens qui doivent réapprendre à ressentir leurs sensations physiques de faim et de satiété et de réapprendre à s'aligner avec elles. Et donc, elles vont passer par, peut-être pas exactement les 4 stades, mais quelques-uns de ces stades. Donc par exemple, moi les gens que je vois autour de moi, souvent ce sont des gens qui vont réaliser qu'ils sont consciemment incompétents. C'est-à-dire qu'on va entendre des choses comme « mais je sais pas quand j'ai faim, mais je sais pas m'arrêter de manger quand j'ai plus faim, ou je m'arrête de manger beaucoup trop tard quand j'ai déjà mal au ventre, ou je ressens plus du tout la faim ». Et donc, on est consciemment incompétent. Et petit à petit, on va redevenir consciemment compétent, on va redevenir conscient, et ça demande un travail. Ça demande d'abord mettre de la conscience sur ces sensations de faim, ces sensations de satiété. Ça demande de vraiment mettre de l'attention dessus dans un premier temps, pour au fur et à mesure de l'entraînement, comme toujours avec le corps, avec l'esprit, etc., devenir de plus en plus inconsciemment compétent et donc ne plus avoir besoin de mettre de l'attention dessus. Donc ça c'est un deuxième exemple qui est assez différent mais qui je trouve fonctionne très très bien aussi pour les gens qui ont cette expérience-là, d'explication de comment on fonctionne. Alors neurologiquement, comment ça s'explique ceci? Ça s'explique en fait, je vous avais expliqué ça dans une autre vidéo mais je ne sais plus comment je l'avais appelé. Je vous mettrai le lien, comme je vous ai dit, en barre d'infos et ici en petit i. C'est que on a ce qu'on appelle la plasticité neuronale, la plasticité du cerveau, c'est-à-dire que en fait, à l'intérieur de nous, on peut changer les points de connexion de nos neurones. Si je m'entraîne à faire quelque chose et que ça devient de plus en plus facile, c'est parce qu'en fait mes neurones sont entraînés à utiliser un chemin. Et plus je vais m'entraîner à ça, plus il va utiliser ce chemin facilement. Mais au début, quand je suis consciemment compétente, je vais devoir choisir de prendre la nouvelle route, le nouveau chemin neuronal que je veux prendre. Et plus je vais le prendre, plus je vais choisir consciemment de prendre celui-là et de garder mon attention dessus pour la construire de plus en plus ce chemin qui au début est peut-être un chemin de terre va devenir une autoroute. Et plus je vais utiliser cette autoroute, moins je vais du coup cultiver l'autoroute précédente. Imaginons que si on reprend l'exemple du fait qu'on n'est pas connecté à ces sensations de faim et de satiété,
L'autoroute de base, c'est peut-être de soit pas manger, soit trop manger. Et donc là, ça ne me demande pas de mettre de la conscience dessus, c'est juste mon autoroute, c'est comme ça que j'ai l'habitude de fonctionner. Et je vais devoir mettre de la conscience, je vais devoir faire attention à un moment où je peux choisir soit l'un, soit le nouveau chemin, plus un chemin de terre. Comme c'est un chemin de terre, ça me demande plus d'attention parce que c'est moins fluide, c'est moins facile de conduire dessus. Pour reprendre de nouveau l'idée de conduire, c'est moins facile de conduire dessus, donc ça me demande un petit peu d'attention. Mais plus je vais l'utiliser, plus ça va être facile. Et plus en fait je vais investir dedans, et plus on va voir que ça va être une autoroute qui va être construite. Et là, je vais arriver à devenir inconsciemment compétente. Je vais utiliser mon autoroute. Et comme je vais utiliser cette autoroute-là, de plus en plus souvent, je vais utiliser l'autre de moins en moins souvent. Et elle va un petit peu se détériorer, elle va un petit peu être moins intéressante, elle va être moins appealing, elle va moins me donner envie, elle va être moins glamour, j'aurais moins envie d'aller vers elle. Et cette ancienne autoroute, parce que ça c'est super important, on ne peut pas désapprendre quelque chose qu'on a appris. Donc ça c'est super important. D'un côté, c'est rassurant, parce que je me dis, quand j'ai créé ma nouvelle route, quand j'ai appris ma nouvelle route, ma nouvelle autoroute, elle est là. Elle est là pour toujours, je l'ai appris pour toujours. Donc je ne peux pas désapprendre ce que j'ai appris, c'est hyper rassurant à ce niveau-là. Quand tout d'un coup, il m'arrive, je sais pas moi, de redescendre en niveau des stades, si par exemple on arrive en côte et que tout d'un coup je dois remettre de la conscience dessus, je suis pas en train de désapprendre tout ce que j'ai appris. Si je retourne sur la route, sur une route normale, ça va être facile. Donc à ce niveau-là, c'est hyper rassurant. Et à un autre niveau, on pourrait se dire, mais du coup, quoi ? Du coup, je vais jamais désapprendre le comportement que j'ai plus envie d'avoir, je vais jamais le désapprendre. Tu vas pas le désapprendre, tu vas pas l'oublier, mais comme tu vas de moins en moins l'utiliser, tu vas avoir de moins en moins le réflexe d'aller vers là, en fait, tout simplement. Et si à un moment, il s'avère que tu choisis, au moment où tu es à l'intersection des deux, tu choisis d'aller vers là, tu vas réussir à aller par là. Ce ne sera pas complètement de zéro. Par contre, ça va être un peu plus compliqué que sur ton autoroute que tu auras construit bien et sur laquelle tu auras investi, parce que le chemin est moins entraîné. Et comme il est moins entraîné, il faut le relancer. Et donc, c'est intéressant parce que c'est-à-dire que ce chemin-là, il n'est jamais clôturé, barré, il n'est pas détruit, etc. C'est juste que plus je choisis d'aller par là, plus ça va être facile d'aller par là, plus je vais même plus penser, je vais aller par là. Mais celui-là, si j'ai besoin de mettre de la conscience dessus et de retourner dessus, tout à fait possible. Et moi, je trouve ça super chouette, parce que c'est-à-dire qu'à tout moment, je peux choisir. C'est-à-dire que c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas noir ou blanc, c'est moi qui choisis ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai pas envie de faire. Et je dois juste mettre un peu de conscience dessus. Et si je choisis d'investir sur une route, je vais avoir besoin de mettre de moins en moins de conscience dessus et ça va aller de plus en plus facilement. Et ça parle aussi de ce qu'on appelle l'économie psychique, c'est-à-dire que, vous vous souvenez, je vous avais parlé du panier de ressources, je vous avais parlé du panier à ressources, je vais vous mettre le lien ici aussi. On a une quantité d'attention limitée à l'intérieur de nous. On n'est pas surpuissant, on est des humains, et les humains, ça a une quantité d'attention limitée. Et donc, moi, je trouve ça super rassurant de me dire, ok, pour une période de temps, je vais devoir mettre pas mal d'attention sur quelque chose pour créer les chemins neuronaux, les chemins neuronaux dont j'ai besoin. Et puis après, ça va être facile, et du coup, j'aurai besoin de mettre moins d'attention dessus, et j'aurai plus d'attention que je pourrais mettre sur autre chose. Donc, je trouve ça super chouette de me dire, mais en fait, ok, j'ai besoin de mettre beaucoup d'un coup, et après, ça ira mieux, j'aurai besoin de mettre moins. Je sais pas si vous me suivez. Parce que ça veut dire que du coup, après, je vais récupérer de l'attention, je vais récupérer des ressources que je pourrais mettre encore sur un autre projet que j'ai envie de faire, sur un autre truc que j'ai envie d'entraîner. Et si ça vous parle déjà peut-être un peu plus, un troisième exemple, ce serait le sport. Les gens... Au début, quand on veut commencer un nouveau sport, quand on veut se mettre au sport, c'est des chemins neuronaux qui n'existent pas encore ou pas tout à fait. Donc au début, on doit vraiment mettre beaucoup d'attention dessus. Et puis très rapidement,
ça coule de source en fait, c'est super facile et on se pose même plus de questions. Et là où avant il fallait se motiver à aller faire du sport, à aller courir, bah, au bout d'un moment, le chemin neuronal il est fait, je dois plus mettre autant d'attention, plus autant de ressources dessus, et ça va, j'y vais quoi, je vais courir, je me pose même plus de questions, alors qu'avant je mettais des heures à me dire, bon il faut que j'aille courir, oui mais non, voilà comment je vais faire, etc. Donc moi je trouve ça génial, je trouve que c'est une super bonne nouvelle. Alors pour moi, ça rejoint un autre sujet qui est la zone de confort. On appelle toujours ça la zone de confort, alors qu'on est tous très conscients pour une partie de ces zones, elle n'est pas nécessairement confortable et qu'on aimerait bien la changer. Et je crois que c'est cette partie-là en particulier que vous m'aviez demandé d'aborder dans un des posts Instagram où je vous demandais quel sujet vous avez envie qu'on aborde. Ben, la zone de confort, personnellement, je préfère l'appeler la zone de connu, parce qu'elle n'est pas nécessairement confortable. Alors, elle est confortable parce qu'elle est connue. Si on reprend l'idée des ressources, de nos ressources qui sont limitées, bah, quelque part, même si c'est pas hyper confortable, quand je suis dans quelque chose que je connais, j'ai besoin de mettre moins de ressources parce que je sais exactement combien de ressources je dois mettre, que je sais plus ou moins prévoir ce qui va arriver dans telle ou telle situation, et donc je peux un peu mieux gérer mon budget ressources. Et du coup, c'est plus confortable à ce niveau-là. Mais c'est pas nécessairement plus confortable à un autre niveau. C'est pas nécessairement que ça fait pas souffrance. C'est pas nécessairement que je suis super heureux, super épanouie. Non, ce qui est confortable, c'est que si ça fait souffrance, je sais comment ça fait mal et je sais comment le gérer, plus ou moins. En général, on arrive toujours au bout d'un moment sur ces choses-là. Il y a toujours un moment où ça casse en fait. Il y a un moment où on peut pas tenir. Il y a un moment où la balance... connue du coup avantage parce que je sais comment fonctionner, je sais comment faire, et la balance souffrance parce qu'en fait ça me fait souffrir. Il y a toujours un moment où voilà, ça pète et où il faut que je change, il faut que je crée une nouvelle route, il faut que je puisse sortir de cette zone de confort, de cette zone de connu. Dire qu'on va sortir de sa zone de confort, ça fait super peur. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, ma zone de confort, bah en fait le confort j'aime bien, bah, je pense comme tous les humains, être dans une zone de confort, c'est agréable en fait. Même si la balance commence à tirer de plus en plus vers de la souffrance, il y a toujours ce petit moment où tu te dis, oui mais bon, est-ce que je vais vraiment mettre de l'énergie à changer? Est-ce que je vais vraiment faire ci? Surtout quand tu te dis, mais... en fait, ça va me demander trop de changements, ça va partir trop loin, je vais devoir faire un trop grand écart, je vais pas y arriver, comment veux-tu? Moi, je me sens là et je dois faire le truc hors cadre. Et donc, quand je me dis ça, évidemment que j'ai plus envie, évidemment que du coup, la balance, je me dis non, c'est bon, je peux encore tenir un petit peu, je peux encore tenir un petit peu, je peux encore tenir un petit peu, jusqu'à ce qu'en fait mon système me lâche et que je sois obligée de changer. Je pense par exemple au burn-out. Là, je vous parle de burn-out, je vais pas vous faire un long... discours sur le burn-out, je vous renvoie à la vidéo où on parle de la suradaptation et pour vous faire comprendre un petit peu cette balance-là. Mais en gros, l'idée, c'est que bah, à chaque fois, je me dis non, c'est bon, je peux encore tenir, non, c'est bon encore, je peux encore tenir, parce que dans la balance, je préfère rester dans cette zone de connu que de faire le grand écart, ça me fait trop peur, et du coup, je prends sur moi, et à un moment, je lâche. À un moment, mon corps me lâche, à un moment, mon cerveau me lâche, à un moment, je peux plus, parce que c'est juste pas tenable, parce que je suis un humain. C'est pas plus compliqué que ça. Un humain, c'est limité, un humain, ça a des limites, et donc il faut que je puisse être à l'écoute de ça, hein, sinon ça pète. Et une fois que ça pète, bah, là je suis complètement obligée de changer. Je le subis alors le changement. Et c'est franchement pas très agréable. Du coup, une autre manière de faire que d'attendre que ça pète, c'est de réaliser qu'en fait, c'est pas je passe de la zone de connu à la zone de panique. C'est pas je passe de je connais, même si c'est chiant, même si ça me fait mal, même si en fait j'en souffre, même si tous les instants je fais une crise parce que j'en peux plus. C'est pas passer de la zone de confort à la zone de panique de oh mon dieu je peux pas faire ça, oh mon dieu c'est trop, oh mon dieu j'y arriverai jamais et je panique, j'ai tellement peur qu'en fait je préfère retourner ici. C'est pas un grand écart comme ça qu'on vous demande de faire, mais personne ne vous demanderait, hein, c'est vous qui choisissez. C'est pas ce grand écart-là dont on parle. En fait, entre les deux, il y a ce qu'on appelle la zone de croissance. C'est-à-dire que c'est une zone
qui est un peu moins confortable que la zone de confort, qui est un peu moins confortable que la zone de connu, parce que je vais mettre l'orteil, voir le pied, voir un peu plus dans la piscine, et ce sera un petit peu... Voilà, je vais devoir mettre de l'attention, je vais devoir mettre de la conscience dessus, mais je ne vais pas non plus paniquer. Et donc, je vais pouvoir petit à petit sortir de ma petite zone de connu, de ma petite zone de confort, être pendant une période dans une zone de croissance, mais plus j'avance dans ma zone de croissance, plus ma zone de croissance s'agrandit et plus ma zone de connu s'agrandit. Vous voyez le mouvement, hein, il se passe comme ça. Et donc à un moment, je vais arriver dans la zone qui à la base était ma zone de panique, mais je vais arriver d'une telle manière qu'en fait ce sera ma zone de croissance et puis ce sera ma zone de confort et j'aurais même pas capté que je suis là où quand j'étais là, ça me faisait paniquer. Vous me suivez? Et donc cette zone de croissance, hein, je prends mon petit bonhomme, cette zone de croissance, elle arrive à exister seulement si je mets de la conscience dessus. Si je ne mets pas de conscience dessus, si je reste en mode automatique, si je prends mes autoroutes habituelles, bah en fait je reste dans ma zone de confort, ma zone de connu. Parce que là, les chemins neuronaux, ils existent déjà, et du coup, je dois pas faire d'effort en fait. Je dois pas mettre de la conscience dessus. Mais ce qui est super important à retenir, c'est qu'en fait, les efforts, je peux les faire petit à petit. Je peux les faire zone de croissance par zone de croissance, et que j'aurai très certainement au final un meilleur résultat que si j'avais fait le grand saut dans ma zone de panique. Et ça, nous en psycho, on le voit très 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 fort avec ce qu'on appelle les thérapies d'exposition. Donc je vous prends un exemple rapidement, mais qui est un exemple parlant. En fait, dans les thérapies qu'on appelle cognitivo-comportementales, on va souvent faire des thérapies, on va exposer les gens à des choses qui leur font peur. Exemple très simple, quelqu'un qui a peur des araignées, enfin qui a une phobie des araignées, c'est-à-dire qu'elle peut même pas regarder une image, elle peut même pas entendre le mot. Les gens qui ont une phobie des araignées, on va les soigner, on va soigner leur phobie par exposition. C'est-à-dire que d'abord, on va parler de la chose. On n'a même pas besoin de dire le mot. Enfin, il faut bien que vous nous disiez une fois en thérapie de quoi vous avez peur, sinon on ne va pas s'en sortir. Mais on n'est pas obligé de dire le mot si la personne a un seuil très 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 sensible aux araignées et qui ne peut même pas entendre le mot. Il n'y a pas de souci. Au début, on va parler de la chose. Dans sa zone de confort, la personne elle va faire comme si les araignées n'existaient pas. Ok ? Et puis elle va se dire, mais en fait, c'est pas possible de vivre sa vie comme si les araignées ça n'existait pas. Donc dans la balance, ça commence à devenir un petit peu trop de souffrance, parce qu'à chaque fois qu'il y a une araignée, en fait, la personne elle va se retrouver dans sa zone de panique. Il n'y a pas de demi-mesure, soit les araignées ça n'existait pas et du coup je vais bien, soit une araignée existe, elle est là face à moi et du coup je suis en mode panique et je fais une crise d'angoisse et c'est affreux, c'est juste, c'est dégueulasse, c'est une crise d'angoisse. Moi, je sais pas si vous en avez déjà vécu, mais personne n'a envie de vivre ça. Et donc, quand on arrive en thérapie pour soigner une phobie, on va de plus en plus, mais tout petit à petit, juste mettre un petit peu de conscience dessus, mettre un petit peu d'attention dessus, de manière à ce qu'on puisse faire grandir cette zone de croissance. Et qu'au final, on arrive dans la zone qui avant était la zone de panique, et qu'en fait, ça devienne la zone de confort. À ce moment-là, c'est devenu la zone de confort, et on ne l'a pas vu venir, on n'a pas fait crise d'angoisse. Et donc, au début, on va parler un petit peu des araignées, puis quand la personne se sentira à l'aise, on peut imaginer de regarder des dessins d'araignées, puis si elle se sent à l'aise, on peut imaginer voir une vidéo d'araignée, et ainsi de suite, jusqu'à se retrouver peut-être face à une vraie araignée. Et donc, au fur et à mesure, la personne va se retrouver un jour face à une araignée, et en fait, ça ira, elle prendra son petit papier, et puis elle jettera l'araignée par la fenêtre, et tout se passera bien sans panique, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est tout à fait possible. Et nous, on pratique ça par exposition en thérapie. Alors, si jamais vous avez une phobie, peu importe laquelle, un autre élément de compréhension, là je digresse un petit peu, mais je trouve ça intéressant. Un autre élément de compréhension, c'est qu'en fait, votre seuil d'alarme est trop bas. Et donc, vous le touchez super vite. Et du coup, ce qui va se passer quand on va comme ça agrandir la zone de confort, c'est qu'on va augmenter le seuil,
et que du coup, ben, là où déjà ici il y avait une petite araignée, vous paniquez, ça c'est je panique, hein. Là, je paniquais déjà, ben maintenant si votre seuil il est plus haut, ben vous pouvez avoir, je sais pas moi, même une grosse araignée et vous allez plus paniquer. Et il en faudra vraiment beaucoup pour vous paniquer. Ok. Et c'est la même chose avec beaucoup de sujets. Donc faire ce travail-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout de zone de panique qui existe, c'est-à-dire que la zone de panique elle est beaucoup plus loin, qu'on est beaucoup moins sensible. Je ne sais pas si vous me suivez, je ne sais pas si c'est clair, j'espère que ça l'est. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. J'espère que ça vous a intéressé et surtout que ça vous en a appris plus sur vous-même et sur vos fonctionnements. Dites-moi en commentaire quels sont les endroits où vous sentez que vous êtes dans cette zone de croissance ou où vous auriez envie d'être dans cette zone de croissance. Et on pourrait discuter ensemble de comment est-ce que vous pourriez atteindre cette zone qui pour le moment est la zone de panique en douceur, petit effort par petit effort. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc comme je vous disais, il y a Instagram où je parle de plein de sujets différents au quotidien. Il y a aussi sur Facebook les ateliers Symbiose, Exploration, où ensemble on va apprendre des nouvelles manières de gérer nos émotions, des manières qui sont ni envahissantes ni inhibantes, ça se dit qu'on soit ni en train de prendre sur soi ses émotions, ni complètement envahi par elles, parce que je vous jure, c'est possible de faire ça. Et on le fait ensemble. Et sinon, je vous dis à dans 1 ou 2 semaines, en fonction de combien de vidéos j'aurai réussi à enregistrer pour cet été. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Bye!